Bonjour à tous. C'est mon grand plaisir de vous présenter les trois cofondatrices de la plateforme Psycho et Sport, qui sont toutes les trois psychologues du sport et qui travaillent sur l'arc lémanique. Bienvenue. Merci Suzanne, merci, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors voilà, une présentation en français. Donc je m'appelle Mélanie Indy. Je suis accompagnée aujourd'hui de mes deux collègues Laurence Chapuis et Maaike van der Pluijm. Aujourd'hui, on va vous parler de femmes, de sport et de charge mentale. Évidemment, on est psychologue, donc on va vous parler d'aspects psychologiques. Et c'est vrai que quand on nous a demandé d'aborder une thématique en lien avec les femmes, il y en aurait eu plein. Mais c'est vrai qu'on est assez vite arrivé sur cette charge mentale, cette charge psychologique. Et puis, le fait d'être une athlète féminine est déjà en soi une charge particulière. Mais c'est vrai que si dans sa vie, on a un projet d'enfant, un projet de famille, souvent il y a des préoccupations un petit peu autour de ces questions-là. Est-ce que je peux faire un enfant durant ma carrière? Est-ce que je dois attendre la fin de ma carrière? Donc voilà, c'est un peu les questions qui peuvent se poser. En vert, vous avez les questions qui sont un petit peu extérieures en fait à l'athlète. En rouge, les questions qui sont plus intérieures à l'athlète. Donc, ma carrière sera peut-être terminée si je tombe enceinte. Ça peut être des préoccupations très importantes. Et si je décide de tomber enceinte, est-ce que mon sponsor va me lâcher? Si je décide de faire un enfant dans ma carrière, est-ce que je suis une bonne mère si je continue à voyager pour mon sport? Est-ce que c'est vraiment raisonnable d'avoir des enfants durant ma carrière? Est-ce que je suis une bonne mère en passant autant de temps à m'entraîner? Ça veut dire sans mon enfant peut-être. J'ose pas surcharger mes proches en leur demandant de garder mon enfant. Donc ça peut vraiment être une charge mentale très très importante et beaucoup de préoccupations très importantes dans la vie d'une femme sportive. Alors juste pour qu'on puisse vraiment être sûr de parler de la même chose, la charge mentale, on vous a proposé une définition ici. Donc la charge mentale, c'est une sollicitation constante des capacités cognitives, émotionnelles d'une personne qui sont liées à la planification, à la gestion et à l'exécution des tâches ou d'un ensemble de tâches. Donc tout à chacun est susceptible de vivre de la charge mentale à un moment donné dans sa vie, les femmes comme les hommes d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand on est athlète, c'est peut-être une charge, une responsabilité supplémentaire qui est sur nos épaules. On doit beaucoup s'organiser, on doit apprendre à gérer différents projets. Et puis quand on est une femme sportive, il y a peut-être encore des éléments supplémentaires qui viennent s'ajouter. Donc là, vous voyez un peu le dessin humoristique qu'on vous a proposé. Donc là, c'est Alice dans son monde de femmes. C'est vrai qu'on vit encore dans une société qui attend beaucoup des femmes. Et tout ça s'ajoute évidemment aux préoccupations qui sont liées au sport pour les femmes sportives. On a regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la littérature par rapport à cette charge mentale des femmes sportives qui souhaitent devenir maman ou qui sont mamans. Et en fait, on n'a pas trouvé grand-chose qui était déjà écrit sur ces questions-là. Donc, on s'est dit, voilà, on va écrire quelque chose, on va faire une présentation là-dessus parce que c'est quelque chose qui est quand même très important. Et on a décidé d'aller demander l'avis à deux athlètes. Alors, une athlète retraitée, Ellen Sprunger, et une athlète encore en activité, Maude Matisse, pour nous expliquer un peu comment ça se fait qu'elles ont décidé soit de faire un bébé, ou plusieurs bébés même, durant leur carrière, ou alors pourquoi elles ont décidé en fait d'attendre la fin de leur carrière. Et du coup, voilà, on les a écoutées, on a recueilli leurs témoignages, que vous pouvez lire d'ailleurs dans le magazine Sports Physio. Et aujourd'hui, on va ressortir quelques aspects qui nous paraissent importants pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue dans ces moments-là de questionnement. Et c'est en soi que je vais donner la parole à ma collègue Laurence Chapuis. Donc, ce qu'on est allé voir, c'est un peu différents domaines. Donc, la partie plutôt qui est extérieure à l'athlète, mais qui est très significative. Donc, le contexte sportif dans lequel ces athlètes évoluent, les normes sociales, les inégalités entre hommes et femmes, tout l'entourage du sportif, le soutien financier, la façon dont les femmes sont médiatisées, toute la partie de l'image qui est montrée des femmes sportives, et puis ce grand tabou de la maternité et du sport. Donc tout ça, c'est les facteurs externes qui sont des facteurs de risque par rapport à cette charge mentale qui peuvent être conséquents pour l'athlète dans son choix d'avoir des enfants ou pas lors de leur carrière sportive.
Après, on a mis en évidence aussi des facteurs qui sont plutôt individuels, qui sont liés à qui est la personne, quelle est son histoire, quel âge elle a, quelle est sa personnalité, la façon dont elle s'est construite, les valeurs qui sont les siennes ou ses croyances, mais aussi la façon de vivre les changements hormonaux ou les changements corporels liés à la pratique sportive, mais aussi à d'autres facteurs et l'image que ces femmes ont d'elles-mêmes et comment elles vont pouvoir en fait vivre leur maternité en lien avec toute cette façon dont elles se sont construites personnellement. Ça, ce sont des facteurs autant externes qu'individuels qui vont amener de la charge mentale et qui vont faire qu'il n'est pas facile de décider si oui ou non elles veulent avoir des enfants pendant la carrière ou si elles vont attendre après. Puis après, on a allé voir les ressources psychologiques, mais aussi les stratégies que ces femmes peuvent mettre en place pour répondre à ce besoin de maternité, mais aussi de poursuivre leur carrière sportive ou au contraire de la terminer à ce moment-là. Puis là, on voit que voilà, ce qui est très important, c'est le soutien social, que ça soit familial, mais aussi peut-être des amis ou des gens qui sont autour de cette personne et qui peuvent l'aider. Mais aussi beaucoup comment la personne va être créative, qu'est-ce qu'elle va trouver comme façon finalement d'être flexible dans sa carrière sportive et dans son rôle de maman. Donc beaucoup de façons de compartimenter, une façon de s'organiser dans ses activités, de switcher d'une activité à l'autre, maman, sport, et de jongler entre les différentes identités. Et puis d'avoir aussi une bonne connaissance de soi, de ses limites, de ses besoins, et de comment réguler tout ça pour être à la fois la maman que cette personne a envie d'être, mais aussi la sportive qu'elle aimerait peut-être continuer d'être, que ce soit dans le sport d'élite ou dans la suite du sport d'élite ou dans le sport individuel, comme ça, pratiqué pour son plaisir. Et puis un suivi médico-sportif qui nous paraît important, fait de médecins du sport, de gynécologues du sport, physio du sport ou psychologue du sport, et aussi toute la partie de la diététique. Et puis, quand on est allé rencontrer nos sportives, on s'est rendu compte que voilà, le vécu est très différent d'une femme à l'autre. Le moment choisi pour avoir des enfants, en fonction du soutien social disponible, de la confiance que la personne sent qu'elle a en elle-même, mais aussi en d'autres personnes qui sont autour. Et puis cette façon de s'organiser et de faire preuve de créativité et d'alterner le moment où elles peuvent prendre du temps pour elles et aussi du coup la culpabilité que ça peut engendrer. On a beaucoup parlé de culpabilité aussi. Puis enfin, un dernier point qui nous est apparu important, qu'on n'a pas forcément parlé avec les sportives, mais qui n'est à pas oublier quand il y a un projet de maternité, c'est le REDS. Donc voilà, comment la personne, est-ce qu'elle peut réellement à ce moment-là avoir des enfants, ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses en amont à réfléchir au niveau de la fatigabilité et de l'énergie qui est disponible et où elles en sont au niveau de leur fonctionnement hormonal. Donc il faut aussi se questionner sur ça. Maaike van der Plum va vous parler maintenant de ce que vous pouvez retenir comme message important par rapport à notre présentation. Donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on a certainement appris de nos athlètes, premièrement, c'était un échange extrêmement riche, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce phénomène de la charge mentale, il est quand même très subjectif et très personnel et qui dépend de plusieurs éléments, plusieurs facteurs. Des facteurs externes, comme Laurence elle a dit, le type de sport, la culture, la qualité de l'entourage, les caractéristiques personnelles, son personnalité, ses croyances, son histoire, et puis les stratégies de coping. Donc, comment elle fait face aux doutes, au stress du quotidien et aux questionnements par rapport à la maternité. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que professionnel de la santé? On croit que de toute façon, on vous encourage d'être toujours resté très, très ouvert, à avoir un dialogue sur la charge mentale avec vos clients. Et deuxièmement, ce qui est très important dans notre métier, on pense, c'est de toujours explorer vos propres croyances concernant les athlètes féminines qui ont une famille ou qui veulent avoir une famille. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène? Si vous avez un client qui est au milieu de sa carrière, qui s'entraîne beaucoup, qui a beaucoup de volume, qui est beaucoup en voyage, mais qui a en même temps a l'ambition d'avoir une famille ou déjà a une famille, qu'est-ce que vous en pensez et comment vous apercevez
une situation comme ça. Et dernièrement, ce qui est aussi très important, c'est explorer ce que ça signifie pour vous, la charge mentale, et comment vous faites face à ça. Donc, en tant que professionnel, la charge mentale, c'est un phénomène qui est pour tout le monde, pas peut-être la même, mais ce n'est pas exclu seulement pour les femmes. Parce qu'en tout, la compréhension de nous-mêmes et de nos clients, ça augmente absolument la compassion et la relation qu'on construit avec nos clients. Alors, c'est tout et on attend des questions. Donc, on vous invite fortement à poser des questions et on va essayer de répondre. Je crois aussi qu'il y avait un Slido qui vous était proposé, donc quelques questions auxquelles vous deviez répondre. Alors, on va voir un peu les résultats à présent. On attend... Alors voilà, peut-être que vous pouvez vous connecter sur ce Slido. Vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de pouvoir vous connecter avant. Et en fait, les questions qu'on vous pose, c'est un peu un résumé. Enfin, c'est les messages clés qu'on aimerait beaucoup que vous transportiez avec vous aujourd'hui, en tout cas à la fin de cette présentation. Alors... Donc, vous pouvez vous connecter, je crois, sur le Slido à l'aide du QR code. Et répondre aux 3 questions que nous avions prévu de vous poser. Alors, on voit que le nombre de participants augmente au fur et à mesure. Peut-être que c'est que les francophones du coup, qui peuvent répondre à ces questions et ça réduit la possibilité aux autres personnes. Mais... Ok, je crois qu'on plafonne à 35 participants, 36. Ouh là, ça monte à 40, attention. Alors, on a aussi des questions qui arrivent. Ok, super. Voilà, donc on va pouvoir bientôt répondre aux questions. Peut-être d'abord le sondage ou d'abord les questions? Ça dépend si ça augmente encore et qu'on laisse. Ça augmente encore, donc peut-être d'abord les questions. Peut-être qu'on va faire juste une question. Est-ce que vous travaillez avec des sportifs d'élite et comment vous les soutenez? Qui c'est qui veut répondre? Alors, on travaille avec des sportifs d'élite, mais aussi des sportifs de toute catégorie et de tout âge. Et puis, ce qui est très important, c'est de se montrer très ouvert par rapport
à la thématique qui nous est amenée et on les soutient soit par des entretiens où on peut discuter avec eux, les faire réfléchir sur leurs ressources, qu'est-ce qu'ils ont à disposition autour d'eux pour essayer de les aider s'il y a des ressources externes, mais aussi quelles sont leurs ressources internes pour essayer de faire face aux problématiques qui sont les leurs. Et puis aussi de pouvoir les observer dans des lieux d'entraînement ou des lieux de compétition pour essayer de comprendre quels sont les éventuels blocages ou quels sont leurs questionnements autour de ça. Et puis, je ne sais pas, vous pouvez rajouter peut-être aussi par rapport à... Oui. Mais moi, je pense que concernant cette thématique qui nous anime aujourd'hui, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la personne dans l'exploration de ses valeurs, de ses besoins, du moment de la carrière, de pourquoi est-ce que c'est important pour cette personne de fonder une famille, quelles peuvent être les barrières qui l'empêcheraient de faire ça, comment est-ce qu'on peut justement développer des stratégies pour pouvoir faire face à ces barrières. Et je crois que notre rôle, c'est vraiment ça, c'est justement, on vous disait, d'un peu explorer vos croyances et de comment on se positionne peut-être soi-même ou personnellement par rapport au fait d'avoir une famille pendant la carrière. On peut aussi faire le parallèle avec la carrière professionnelle chez les femmes. C'est pas toujours bien accepté dans la société d'imaginer de pouvoir avoir une famille en ayant des postes à responsabilité. Donc pour les sportives, c'est assez similaire. Et je crois que notre rôle en tant que psychologue du sport, c'est ça, c'est d'accompagner ces femmes dans leurs réflexions, leurs questionnements, et puis qu'au final, elles puissent être en accord en fait avec leurs choix. Oui, tout à fait. Alors, toujours pas de nouvelles du sondage. Est-ce que le sondage peut apparaître à l'écran? Ou est-ce qu'il apparaît à l'écran? Non? Alors, on va continuer par une question, peut-être, alors, de nouveau. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre la charge mentale et l'apparition de blessures? Oui, c'est une très bonne question. Je ne connais pas la corrélation, mais je dirais oui, parce que tant que la charge mentale augmente, le corps y réagit aussi, donc ça va tout ensemble et certainement ça met la personne en vulnérabilité. Donc je dirais oui, mais je ne connais pas la corrélation. On peut faire le parallèle peut-être avec le burn-out qui est sur où la charge mentale augmente et puis que effectivement les difficultés vont apparaître aussi au niveau corporel et donc avec un risque accru de blessure, sans pouvoir effectivement citer la corrélation exacte. Alors, il y a des études qui ont été faites pas sur la charge mentale en elle-même, mais sur le stress. Et on sait que les personnes qui ont un fort taux de stress, ou même un stress justement prolongé, quand on parle de burn-out, c'est dans cette situation-là aussi, la tendance, la prévalence en fait, des blessures augmente en situation de stress. C'est un des facteurs clés de l'explication, si on veut, de la blessure, en tout cas de la survenue d'une blessure, c'est la quantité de stress. Donc, je pense que dans ce sens-là, on peut certainement faire le lien. Ok. Et puis, on a encore une question. Quelle sorte de test psychologique vous utilisez? Est-ce que c'est le SILRSI? Est-ce que c'est le Tempa Scale for Kinesiophobia? Est-ce que vous utilisez d'autres outils? Tous ces outils-là, en fait, ce sont des questionnaires qui sont validés scientifiquement. La CLRSI, on parle alors spécifiquement de la blessure du ligament croisé, du coup, mais là, il y a des dimensions psychologiques qui sont évaluées dans ce test. Donc oui, on l'utilise quand ça fait sens. Je crois que c'est ça aussi. Alors, les psychologues utilisent tout un tas de batteries de tests qui existent, mais ça doit pouvoir rester quelque chose qui doit être discuté avec le patient, qui doit être pas seulement fait comme ça, mais qui doit aussi être corrélé avec une anamnèse, avec des entretiens plus qualitatif pour comprendre la situation de la personne. Donc voilà, ces outils nous aident beaucoup, mais ça n'est pas tout. Mais peut-être que mes collègues ont un complément à ajouter. Oui, on peut effectivement mesurer, entre guillemets, les habiletés mentales, mais on va devoir effectivement toujours, sur la base des questionnaires qui sont remplis ou des tests qui sont remplis, discuter pour comprendre quel message la personne elle nous donne au travers de ce qu'elle a coché ou de ce qu'elle a rempli dans son test ou son questionnaire, parce qu'il y a une subjectivité quand même dans ce type d'outils qui nécessite qu'on comprenne exactement qu'est-ce que la personne vit, comment elle vit les choses et puis comment on va pouvoir l'accompagner avec ça. Donc ça nécessite un accompagnement et pas juste d'utiliser les tests comme ça. Oui. Et puis j'ai une autre question qui s'y relie bien en fait, ce qui se relie bien à notre journée en fait sur les femmes. Est-ce qu'il y a des questionnaires qui sont spécifiques aux femmes?
parce que c'est souvent développé on sait que la recherche, elle concerne plutôt des populations hommes, masculines. Donc, est-ce qu'il y a des questionnaires spécialement qui évaluent la charge mentale chez les femmes? Moi, je ne connais pas, mais je dirais que le modèle qu'on a montré, vous pouvez facilement utiliser pour explorer les différentes dimensions qui sont en jeu dans la charge mentale. Oui, puis de manière générale, la charge mentale a été peu étudiée. Il n'y a pas beaucoup d'articles, il n'y a pas beaucoup de questionnaires ou comme ça qui existent. Donc, probablement que tout est à réfléchir et à créer à ce niveau-là. Et peut-être une dernière petite question. Après, j'espère qu'on aura l'accès au sondage. Comment organisez-vous le suivi de vos athlètes pendant la saison, avant et après la compétition? Est-ce qu'il y a un juste moment ou un moment où il ne faut pas intervenir? Voilà. Ça dépend vraiment du client. Parce qu'elle ou il veut, c'est un travail très étroit avec le client. Il n'y a pas pour moi des lois ou des règles pour bien faire. Ça dépend le besoin du client. Il n'y a pas de mauvais moments pour travailler avec quelqu'un. Il n'y a que des bons moments. On peut que être constructif quand on travaille avec un athlète, que ce soit avant sa saison, pendant ou après, pour faire le bilan. Donc on travaille dans tous ces moments-là parce qu'ils sont tous la clé en fait de la réussite globale de l'athlète. On prépare la saison, on regarde avec l'athlète comment ça se passe sa saison, puis on fait le bilan aussi pour retirer les points positifs, les points à travailler, etc. Donc tous les moments sont des bons moments pour travailler avec une athlète ou un athlète. Ce qu'on constate souvent, c'est qu'on fait appel à nous quand la maison brûle déjà. Oui. Donc c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas qu'on s'adresse à un psychologue du sport. Nous, ce qu'on souhaiterait, mais ça c'est peut-être dans un monde idéal, c'est de pouvoir intervenir en amont, avant que la maison brûle, qu'on fasse appel à nous justement pour transmettre des outils, pour faire de la prévention, pour créer la boîte à outils de l'athlète, et puis que quand justement il y aurait ces moments un peu plus difficiles, parce que la carrière est évidemment pas linéaire, et qu'il y ait déjà quelque chose qui soit en place pour pouvoir utiliser ces outils-là et puis construire là-dessus. Ah oui, c'est bien. Et puis je rajouterais qu'on travaille beaucoup maintenant avec les enfants, les ados, ce qui va dans le sens de travailler en amont de cette maison qui brûle, même si elle peut déjà brûler quand les enfants sont jeunes ou les ados sont en âge d'adolescence, mais on a tout intérêt à commencer assez tôt et donc aussi dans l'enfance avec du travail qui est tout à fait adapté à leur niveau de compréhension et à leurs intérêts, mais c'est vraiment important de commencer tôt à travailler avec les enfants. Oui. Ok, alors on va regarder le Slido, Alors, vous êtes très, très fort. Ce n'étaient pas des questions très difficiles non plus. Donc, notre première question, c'était la charge mentale ne concerne que les femmes. Donc, en fait, si vous avez bien écouté ce qu'on a raconté, en effet, non, ça n'est pas que les femmes. Alors, peut-être que les femmes ont une charge mentale plus importante que les hommes. Mais encore une fois, là, c'est peut-être des généralités. Parce qu'il y a certains hommes qui ont une charge mentale très importante. Mais voilà, on vit dans un contexte sociétal aussi qui fait que les femmes ont beaucoup à prendre en charge sur leurs épaules. Mais ça ne concerne pas que les femmes. Donc, bravo aux 92% qui ont répondu juste. Et j'inviterais les 8% qui pensent que c'est vrai à se questionner sur qu'est-ce qui les fait répondre de cette manière pour se dire, tiens, pourquoi je pense que ça concerne que les femmes? Alors, est-ce qu'on a la deuxième question? Alors, deuxième question, la charge mentale peut être perçue différemment selon la personne et les ressources dont elle dispose. Là aussi, si vous avez bien écouté, vous répondiez juste. Donc là, on a 100% des gens qui sont d'accord entre eux. Donc oui, c'est vrai. Le message est donc bien passé. Oui, heureusement. Et dernière question. Alors ça, c'est une question très importante. Si la personne ne peut pas activer ses ressources, cet état de charge mentale, peut évoluer vers une dépression ou un burn-out. 96% d'entre vous ont répondu vrai, 4% faux. Peut-être que je laisse mes collègues commenter ces résultats.
Je suis contente de voir déjà qu'il y a 96% des gens qui pensent que ça peut effectivement évoluer difficilement si on ne peut pas activer ces ressources. Et puis, c'est là où le travail est très, très important de connaître ces ressources et d'aider vos clients à détecter leurs ressources et à les activer le mieux possible, parce qu'effectivement, c'est assez délicat quand on en arrive à... C'est cette fameuse maison qui brûle, par exemple la dépression ou un burn-out. Et que les 4% qui pensent que c'est faux, en tout cas, moi, je serais très intéressée à comprendre pourquoi, parce que pour moi, c'est très clair que les ressources sont extrêmement importantes. Voilà, oui. OK. Ce qui est important pour moi aussi, c'est que peut-être en tant que professionnel de la santé, on peut aider les patientes, les patients à reconnaître les signaux avant-coureurs, en fait, d'une dépression ou d'un burn-out, parce qu'il y a souvent des signaux avant-coureurs, même dans quasiment tous les cas, et la personne les met de côté ou les réinterprète d'une autre manière. Donc peut-être c'est aussi ça, de pouvoir travailler avec la personne pour pouvoir identifier ses limites et ses signaux qui permettent de dire « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas ». Eh bien, merci beaucoup. Avec C'était plaisir. une magnifique présentation, très intéressante. Voilà. Merci. Alors, je vais laisser place à la suite. Donc, on a, sauf erreur, le prix de Sport Physio. Et voilà.